Le temps d'une liberté, On discute du couple, et de parentalité. Bonjour à toutes, bonsoir à tous. bonjour Marie, Bonsoir Mathieu. et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du temps d'une liberté. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler d'éducation sexuelle avec Mathilde et Tiffaine, autrices des petits illustrés de l'intimité, parce qu'il y en a plusieurs. Mathilde, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, avec plaisir. Donc d'abord bonjour. Donc moi je suis Mathilde Baudy. Je suis qu'est-ce que je suis? Je suis autrice et illustratrice des livres avec Tiffaine. Je suis maman de 2 petites filles de 8 et 4 ans et demi. Et voilà, j'habite en Savoie. Et je suis professeure d'art appliqué en dispo, du coup, pour pouvoir m'occuper des livres à plein temps et de mon entreprise de jouets en bois que j'ai montée avec mon compagnon. Voilà. Ok, merci. Et Tiffaine ? Oui, salut. Moi, je suis Tiffaine Dieu-me-gare. Je suis sage-femme depuis 2009. J'ai pratiqué dans pas mal de maternités avant de poser mes valises sur Niort dans les Deux-Sèvres. Je suis aussi maman de 3 petites filles qui ont 8, bientôt 7 et 4 ans et demi. Je suis aussi bénévole au planning familial. Et puis voilà. Merci. Et du coup, comment vous êtes venu du coup à écrire ces livres, ces deux livres, et le troisième est en cours, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Le troisième est en plein financement participatif sur Ulule. Et alors, comment ça nous est venu? En fait, ça a commencé ça a commencé sur Instagram parce que Tiffaine et moi, on se suit pour des raisons toutes bêtes. C'est que on Perso. a à peu près, ouais, on a un peu les mêmes convictions. On a des filles qui ont à peu près le même âge. Et moi, ma fille, elle avait plein de questions sur son intimité, son anatomie. Et je cherchais un bouquin pour pouvoir pour être un support pour pouvoir lui répondre. Et j'ai acheté un livre qui n'était pas du tout adapté. Alors je sais pas si on va lui faire de la sale pub à ce bouquin, mais voilà, je l'ai acheté sur internet sans l'avoir lu. Et quand je l'ai reçu, j'étais très surprise de voir que quand il s'agissait du sexe, en fait, l'auteur, qui est pourtant médecin, avait indiqué que les petites filles n'avaient qu'un seul trou qui amenait à la vessie, et que s'il y avait un problème, c'est qu'elles étaient sales. Donc j'avais un peu réagi sur Instagram, et Tiffaine, elle a tout de suite réagi avec moi en disant mais c'est n'importe quoi. Je suis sûre qu'il existe des trucs mieux. Je suis quand même sage-femme, je vais regarder et je vais trouver un truc mieux. Et je te laisse reprendre peut-être, Tiffaine. Et en fait, j'ai jamais trouvé de livre comme je le souhaitais, en fait. Oui, je suis sage-femme, mais moi, je suis pas dessinatrice, donc mes, mes dessins de vulve sont vraiment très moches. Et donc, pour expliquer à mes filles, parce qu'il y avait aussi plein de questions, et ben, c'était un peu compliqué. Donc j'ai cherché et puis en fait, j'ai rien trouvé quoi. J'ai rien trouvé d'intéressant où il y avait vraiment, le dessin parfait, enfin le dessin parfait, je dis pas mais le dessin et avec, aussi, les vrais noms en fait, les vrais mots. On parlait pas de vulve, on parlait pas de clitoris, on parlait pas des lèvres externes, des lèvres internes, enfin bon, il y avait plein de choses, on disait zézette, et puis c'est tout quoi. Et moi ça m'intéressait pas parce que j'ai pas envie de dire ça à mes filles. Donc j'ai dit à Mathilde, écoute Mathilde, je suis sage-femme, toi t'es prof d'art appliqué, tu dessines bien, vas-y, let's go, on fait le film, on fait le livre. Et Au début, c'était un peu, la un blague, pari. quoi. Ouais, C'était un peu un pari. Elle m'a ouais. lancé le défi, genre, non mais attends, viens, on le fait. Et on l'a fait, en vrai. Ouais.
Euh, Ça s'est concrétisé. En fait, on était vachement motivés. Je pense aussi parce qu'on était un peu pressés par nos filles qui avaient plein de questions et on voulait vraiment y répondre. Et donc, on a mis un petit peu de temps parce que, au final, notre idée, c'était en 2019. Non, attends, je sais plus. Je sais plus dans Si, ça l'idée. doit être ça, ça doit être ça Début devait être 2019. début 2019, on a eu cette idée. Ouais, c'est Et ça. puis après, mais alors comme Tiffaine habite Niort et moi la Savoie, c'est pas à la porte à côté. Donc au début, on a commencé à s'envoyer des idées d'abord par écrit, puis on s'est appelé, puis ça a duré des heures. Et puis après, en fait, on commençait enfin le projet a commencé à prendre forme. Et puis en fait, on s'est rencontrés une Et fois. on s'était jamais vus en fait. Ouais. Donc c'est ça, on s'est jamais vus avec Mathilde. Hein. On s'était jamais vus. Ouais. On s'est rencontrés la première C'est fois vraiment. chez ma mère, c'était assez marrant. En fait, on s'était jamais vus, elle est venue et c'était pour bosser le bouquin, quoi. Ouais, Et, ouais. Ça, c'était fin 2019. Et fin ouais. 2019, on s'est dit, ouais, c'est bon, on a fait une ébauche de bouquin. Et en fait, on a été un peu frustrés, je pense, parce qu'on avait fait quelque chose, mais on n'était pas allé jusqu'au bout des choses. Et après, début 2020, on a vraiment retravaillé un petit peu les choses en disant non, il faut qu'on aille plus loin, en fait. C'était après, et au début de la pandémie, en fait. Ok. 2020, ouais, c'était ça. Et puis, donc la pandémie est arrivée. Ça a mis un petit frein. Puis en fait, fin 2020, on s'est dit non, il faut vraiment qu'on le sorte ce livre. Il faut vraiment, parce qu'on avait envoyé notre projet à des maisons d'édition et il n'y en avait aucune qui nous avait répondu, ou alors une ou deux qui nous avaient répondu non, pas du tout, pas intéressé. Et ça avait mis un petit frein. Et puis en fin 2020, on s'était dit non, il faut qu'on y aille, quoi. Faut qu'on fasse ce livre. Hein, Mathilde, Ouais, c'était ça? moi j'étais vraiment au départ pour qu'on trouve une maison d'édition parce que mon Ouais, c'était compagnon ça. est auteur de bande dessinée et je sais que ça peut être compliqué, je le voyais galérer, etc. Et donc je me disais voilà, c'est comme ça que ça se fait, on se trouve un éditeur et puis après voilà, on fera le livre un peu dans les règles de l'art et tout ça. Et franchement, je crois qu'on a envoyé à tous les éditeurs de France. Mm. Je suis allée sur un site qui recensait tous les éditeurs, j'ai envoyé un mail à tout le monde. On a eu, ouais, je crois, une ou deux réponses. Je crois une en plus, hein, négatives, et le reste, zéro réponse. Et bon, bah, ce qui veut dire quand même plus ou moins non. Moi, j'étais quand même plutôt prête à dire bon bah voilà, ça intéresse personne, on est peut-être un peu toute seule à vouloir ça, on est peut-être un peu des débiles, je sais pas trop. Et Tiffaine elle me dit ah non mais il faut que ce livre existe, il faut que ce livre on lâche pas l'affaire, on le fait en financement participatif. Et Ouais, c'est vrai qu'on n'était pas. Ouais. On s'était dit que c'était du travail. En fait, on avait quand même toutes les deux un boulot, nos enfants, nos familles, plein de choses à côté. Et c'est vrai que faire puis une campagne Ulule, ça nous faisait vraiment peur, faire une campagne ouais, de puis crowdfunding. on n'est pas, enfin, moi je voyais tout le truc aussi derrière, de dire bah déjà il faut monter une entreprise parce qu'on peut pas faire ça comme ça. Il faut, moi j'ai jamais fait je suis prof d'art appliqué donc j'ai quand même des notions, mais j'étais plus dans le numérique. Je viens du jeu vidéo moi, enfin du dessin animé et du jeu vidéo. Donc je sais pas comment ça fonctionne le print. J'avais voilà, j'avais une vague idée, mais vraiment, enfin, c'est faire un livre, c'est quand même du taf, quoi, et j'avais assez peur qu'on soit pas capable de le faire. Et je pense que sans Tiffaine, ouais, moi j'aurais abandonné. Et c'est elle qui m'a boostée et qui a fait que, en plus, un peu sur un malentendu, on a lancé le crowdfunding. C'était, on avait commencé à faire le compte Instagram un peu un soir. Tiffaine était de nuit. Quand elle s'est réveillée le lendemain, elle a vu le compte, elle a dit c'est génial. Elle a partagé à tout le monde, mais c'était pas prêt du tout. Mais du coup, c'est ça qui a fait que bah du coup, on s'est bougé les fesses, on a fait le truc un peu au feeling, un peu à la Mm. va-vite. Et en Ouais. fait, le retour qu'on a eu est super parce qu'on a vraiment vu qu'on n'était pas les seuls parents en fait à manquer de support pour essayer de parler d'intimité et d'anatomie intime autrement. Et ce Ouais. qui est fou, c'est que du coup, il n'y a aucune maison d'édition qui s'est dit mais ça va marcher parce que c'est important. Et ben en fait, pendant la campagne de crowdfunding,
On a été contacté par une maison d'édition qui avait vu que ça marchait bien, qu'on avait un petit peu explosé les scores et tout ça. Et donc, elle a pris contact avec nous. Et en fait, la maison d'édition est venue, mais je pense qu'elle avait même pas lu notre projet. Enfin, elle avait vu vite fait. Elle savait même pas qui on était, en fait. Mais vraiment, enfin, et on s'est dit, punaise, quand on a raccroché, on a dit, mais en fait, elle comprend rien. Enfin, c'est même pas. Ah, Elle c'est- sait rien Ouais. de nous en fait. Elle a juste vu un chiffre, je pense. S'est dit ouais, bingo, ça peut marcher. Et en fait, on l'a pas senti avec Mathilde. On s'est Ouais, dit non, on était. Si, au départ, ouais, on était un peu contente de voir que enfin, galvanisé, je pense ouais, que que ouais, ça c'est ça. intéressait quelqu'un. Mais quand elle a commencé à nous dire, oui, alors par contre, les enfants nus, ça va peut-être pas le faire, il va falloir les rhabiller. On était, attendez les gars, l'idée c'est de parler d'intimité, de montrer les choses telles qu'elles sont. Si on commence à rhabiller tout le monde, à cacher les sexes, les poils, les Mm. machins, en fait, il y a plus d'intérêt. Enfin, Ouais, et puis c'est plus du quand, tout ce qu'on Tout veut le faire. sens du projet. quand on voit les livres, je suis retombé dernièrement sur un livre, alors je sais pas si on peut appeler ça d'éducation sexuelle, mais en tout cas, ouais, bon, si ça peut se rapprocher de ça, des années 70-80, où il y a deux enfants qui sont sur un fauteuil, le fauteuil type affiche Emmanuel, du coup, en faisant bien référence à des films porno, films érotiques. Du coup, il y a un décalage quand même qui peut se créer. Alors que là, sur le petit illustré, on est quand même sur quelque chose de quand même Ouais, vachement c'est plus soft. soft. Et c'est du dessin, et c'est de l'anatomie, voilà, c'est pas... Ah bah Et du coup, clairement, ça enfin vous je veux aime... dire, c'est Ouais, l'anatomie et le corps, c'est pas sale, c'est pas honteux. Non. Je veux dire, à quel moment faudrait le cacher, quoi. complètement. Et du coup, ça vous emmène, donc, financement participatif, et votre premier livre, il sort du coup en 2021, c'est ça? Si je dis pas de Ouais, il est bêtises. sorti le 3 mai 2021, précisément. Et, euh, et il a été en rupture en 15 jours. Oh la vache. On Pardon. Moi, n'était on avait fait un petit pas prêts. tirage, enfin un petit, ouais. Et puis Enfin, en un petit fait, tirage déjà pour une auto-édition. Enfin, nous, on nous a ouais, dit, vous êtes c'était un sûr gros tirage, hein. c'est... On a imprimé 6000 au départ, exemplaires. Mm. Et on s'était dit, bah, quand même, déjà pour de l'auto-édition, la moyenne, c'est 300 exemplaires vendus. Donc, c'est quand même beaucoup, quoi. Et en fait, Ouais. on a eu de la chance que les gens qui nous avaient soutenus sur Ulule, ils ont apprécié le livre, ils en ont parlé autour d'eux. On a eu des gens qui, voilà, qui ont soutenu Ils nous ont vraiment. bien soutenus, hein. Ouais. Ouais. C'était une émulsion autour du livre qui nous a un petit peu dépassé parce que vraiment les gens ont été enfin, hyper bienveillants. Enfin, on a été enfin, beaucoup soutenus en disant mais c'est le livre qu'on attendait en fait. Ah ouais, en fait, on n'était pas que deux. Donc c'était cool de voir que effectivement beaucoup de parents étaient en manque de ça en fait. Ne savaient pas, avaient beaucoup de questions et se disaient mais comment on va s'en sortir? Comment on peut faire? Et puis, ben, ouais, donc les livres sont arrivés à point nommé, je pense, pour une nouvelle génération de parents qui voulaient vraiment, parce que bon, les anciennes générations de parents, on a beaucoup eu des témoignages de gens qui disaient, ben, nous, on nous a rien dit, nos parents nous ont rien dit, que dalle. Ouais, Et c'est ça qui nous manquait en fait. C'est ce livre-là, j'aurais adoré l'avoir, étant petite. Enfin, donc, nous, ça nous a vraiment boosté en fait. Ouais, et encore, on a eu plein de retours en fait de grands-parents qui ont acheté ce livre en disant moi on m'a rien dit, moi je savais pas, je casse le cercle en fait. Moi mes petits enfants ils seront plus ouverts sur la question, ils vont pas découvrir ce que c'est qu'un sexe le jour de leur mariage. Enfin moi j'ai eu vraiment des retours comme ça de gens et c'est presque de gens qu'on s'attendait pas. Nous, on s'attendait à parler quand même plutôt à des mamans de notre génération. Et en fait, ça a été assez transgénérationnel. On a eu vraiment des retours de tout type de personnes. C'était incroyable, quoi. Génial. Ouais, on a vraiment été portés en fait par le truc. Les gens sont devenus des ambassadeurs de notre projet
bien au-delà de ce qu'on avait imaginé. Nous, on s'était dit, ok, on essaye de s'auto-éditer. Si on vend 750 livres, on a réussi notre pari, quoi. Et là, je sais même plus. Je crois qu'on en est à 35 000 exemplaires du tome 1. Enfin, c'est rien. Enfin, Mm. c'est inimaginable. C'est complètement, c'est complètement fou. On abordera tout à l'heure un peu plus le côté contenu, ce qu'il y a, entre guillemets, ce que vous mettez derrière l'éducation sexuelle. Vous avez fait un tome 2 sur les personnes possédant des pénis, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Et le tome 3 est sur les modes de conception. Ouais. Et de parentalité. Et de Ouais. parentalité. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est les Bah, conceptions, les familles et les parentalités. C'est un peu, en fait, c'est toujours pareil. Alors moi, j'ai eu mes filles par FIV. Et même si on a parlé un peu de la conception dans les 2 premiers tomes, c'était pas assez en profondeur. Et en fait, il existe pas ou peu de livres pour expliquer en fait comment on fabrique un bébé. Je veux dire, comment on fabrique un bébé, pas forcément de façon traditionnelle, on va dire. Et en fait, il y en a plein. Des gens qui peut-être même de plus en plus, des gens qui font des enfants comme ça, ou des gens qui n'ont pas un schéma familial, papa, maman, enfant, par exemple. Et en fait, il y a assez peu de livres qui expliquent tout ça, ou qui expliquent qu'il y a différentes façons d'être des parents, que on n'est pas tous éduqués pareil, enfin voilà, nous ce qu'on cherchait, c'était un truc vraiment là-dessus, sur tout ce qui est parentalité, famille, conception au sens large. Et toujours de la même façon, on a une partie qui est purement scientifique anatomique, comme dans les 2 premiers tomes, et une partie qui est plus sociologique, en fait. C'est quoi la famille, c'est quoi les droits de l'enfant, c'est quoi, voilà, tout ça. Chouette. Hâte de découvrir. Cool. Du coup, on va passer un peu sur une partie un peu plus théorique et recherche, parce que Marie nous a fait encore quelques recherches, elle a passé encore pas mal de temps là-dessus. Il me semble que tu voulais commencer, Marie, sur le côté un peu plus historique, toi, tout ce qui était lié à l'éducation sexuelle. Oui, bah, ça va être principalement ça de toute façon, parce que je pense qu'après le reste, on va l'aborder pendant la suite de l'épisode. Donc je me suis basée aujourd'hui sur un article écrit par Véronique Poutrin qui s'appelle « L'évolution de l'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires », qui a été écrit en octobre 2014 et sur le site journal.openedition.org. Donc, l'éducation à la sexualité, elle est envisagée à l'école à partir de 1973 et elle a pour objectif de permettre aux élèves d'adopter des attitudes de responsabilité individuelle et sociale. Et donc, en fait, elle apparaît en premier, le terme éducation sexuelle apparaît en premier en 1914. C'est Ivan Knibiller, qui en 1996 met en avant ça. Et donc le terme, il est investi d'abord par les médecins en termes de prévention des maladies vénériennes, par les prêtres qui veulent stopper la divulgation des méthodes contraceptives et par les féministes, les premiers mouvements féministes qui travaillent à la protection contre la séduction, le viol et les avortements. Donc parce qu'on est en 1914 du coup. Et à cette même époque, il y a Madeleine Pelletier qui est médecin, qui sort un livre qui s'appelle, ou une brochure en tout cas d'information qui s'appelle « L'éducation féministe des filles », mais ça donne pas forcément d'indication sur qui fait cette éducation ou comment elle doit être faite. On voit que c'est encore un sujet qui est très complexe à aborder en dehors de l'intimité, et même encore dans l'intimité. En 1918, il y a Adrienne Avril de Sainte-Croix qui fait une conférence pour la Ligue de l'enseignement qui s'appelle « L'éducation sexuelle » et elle préconise de compléter la formation des enseignants, mais du coup le public visé est essentiellement masculin. En 1923, la Société de prophylaxie sanitaire et morale, elle veut élargir l'éducation la formation au public féminin. Mais en fait, les cours d'éducation sexuelle rencontrent peu de succès. Et donc, l'objectif, est principalement reproductif et pas sexuel, c'est-à-dire qu'on va chercher
à préserver l'innocence des filles et on pervertit un peu ce que c'est la sexualité, on met des notions de sale et de tabou, ce qu'on disait un peu tout à l'heure, sur tout ça. Et en fait, on vise principalement la préparation à la maternité et la protection contre les MST. Et les premiers pionniers de la sexologie en Europe, c'est Albert Moll, Richard von Kraft Ebing et Havelock Ellis. Et en 1927, ils nous disent que l'importance de l'éducation sexuelle dans le processus de l'éducation des enfants, des adolescents et des adultes, c'est d'aller sur la possession de disposer des connaissances fiables et précises sur la sexualité et ce qui en découle, donc tous les organes génitaux, les mécanismes physiologiques de la reproduction, les comportements sexuels, pour pouvoir développer un comportement adapté selon une situation ou une culture. En France, donc toute la première moitié du XXe siècle, la notion de sexualité dans le discours éducatif, on est vraiment sous le joug de la morale et on prône l'abstinence sexuelle chez les adolescents. En 1947, il y a un comité chargé d'étudier dans quelle mesure et sous quelle forme l'éducation sexuelle peut être donnée dans les établissements d'enseignement, qui est demandé par le ministre de l'Éducation nationale. Et le plan Langevin-Wallon, qui est projet de réforme globale de l'enseignement au moment de la libération, envisage du coup l'introduction de l'éducation à la sexualité dans les écoles, mais ça ne va pas être appliqué. Pas tout de suite. Du coup, le comité fait un rapport l'année suivante, en 1948, où il dit que les enfants et les adolescents s'instruisent entre eux de la façon la moins morale et la plus malfaisante. Et donc, préconise de répondre à la curiosité de savoir pour éviter la curiosité d'éprouver. Voilà. Ouais, 1948. Et du coup, l'école laïque, elle est vraiment dans une position de volonté d'éducation morale. Et la volonté de mixité dans l'école, elle vient pour éviter les perversions, les refoulements et l'homosexualité. Ça, c'est dans le rapport à la page 47. C'est dingue. Ouais, c'est fou. En 50 ans, 60 ans, l'évolution qu'on a pu avoir sur tout ça. Et du coup, on a des passages qui posent la sexualité comme un danger pour l'équilibre mental individuel et l'équilibre moral sociétal. Donc voilà, du coup, on a vraiment une association de risques et de sexualité qui sont complètement corrélés. Et c'est avec les années 60, donc on assiste à la libération de la sexualité et la législation sur la contraception avec la loi Neuwirth en 1967 qui donne accès à la contraception sur prescription médicale, qui va réamener doucement l'idée d'éducation à la sexualité en milieu scolaire. Et donc en 1973, on a la loi du 11 juillet qui crée un conseil de l'information sexuelle, de la régulation des naissances et de l'éducation familiale avec le formulaire Fontanet qui, en gros, dit qu'il ne faut pas parler de la sexualité que ne pas parler de la sexualité ou inventer des choses qui ne sont pas vraies, ça a pour des conséquences qui sont pas très chouettes pour les adolescents et notamment sur leur relation à l'adulte. Et donc il y a un vrai besoin de lever le voile sur les mystères de la sexualité et ça enchaîne beaucoup de débats parce qu'il y a la limite entre l'éducation familiale et scolaire qui est assez floue, où l'école va intervenir surtout si, de manière facultative, s'il y a des difficultés de communication intrafamiliale sur le sujet. Et on n'a pas une volonté de propagande pour une pratique sexuelle en particulier. Ceci dit, ça reste quand même assez hétéronormatif à cette époque-là encore. Et du coup, il y a une question qui se pose autour de la sortie du rôle de l'école dans l'éducation ou l'information, parce que la barrière entre l'information de la sexualité et l'éducation à la sexualité, elle est assez floue. Et le débat oppose les traditionnalistes pour qui l'éducation à la sexualité, ça doit passer par la famille sans aucune remise en cause de l'hétéronormativité, ce que je disais, et les progressistes qui, eux, veulent plutôt briser les tabous et remettre en question la norme. Et de manière générale, la circulaire, elle va faire face, elle, au manque de modalités claires et, encore une fois, de véritable formation pour les équipes pédagogiques. Concrètement, l'information sexuelle, elle va se passer en sciences et vie de la Terre et il y aura l'éducation à la sexualité, elle se fera de manière très, très sporadique. Et c'est l'apparition du sida dans les années 80 qui amène une note de service en 80, un an après, sur l'information et la contraception dans les écoles. Après, en 85, on a la circulaire Chevènement, où là, on introduit l'éducation sexuelle en primaire.
en 92, il y a un décret qui favorise le lien entre les associations et le monde de l'éducation. Et en 98, on a une circulaire qui porte le titre de « Éducation à la sexualité et prévention du sida » qui remplace du coup la circulaire de 73. Et donc les objectifs là, c'est de généraliser les actions de prévention et de sensibilisation sur les risques liés au sida et une tentative de définir de manière plus précise la sexualité. Ceci dit, dans leur définition, je vais vous lire un tout petit bout parce qu'elle est intéressante. Si la sexualité humaine est inséparable de données biologiques, elle intègre également des dimensions psychologiques, affectives, socioculturelles et morales qui seules permettent un ajustement constant aux situations vécues des hommes et des femmes dans leurs rôles personnels, parentaux et sociaux. Du coup, je trouvais ça assez intéressant. Par contre, on voit qu'il n'y a pas de mention de l'homosexualité ou de la bisexualité. Il n'y a pas de mention explicite de la pornographie ou de la sexualisation du corps de la femme à travers les médias. Et on voit aussi que la lutte contre l'homophobie, elle n'est pas explicite, alors que quand même, on est en 98. La dépénalisation de l'homosexualité date de 82. Elle est retirée des listes des maladies mentales par l'OMS en 91. Donc 7 ans plus tard, on n'a toujours pas vraiment de position claire de l'État là-dessus. On a toujours un développement très faible dans les établissements scolaires, 10 ans plus tard, en 2000, malgré la création d'une mallette pédagogique par Jack Lang, donc ministre de l'Éducation, et Ségolène Royal, ministre de la Famille. Et on arrive à la loi du 4 juillet 2001, relative à... relative à l'interruption volontaire de grossesse à la contraception, qui rend obligatoire une information et une éducation sexuelle dans les écoles, collèges et lycées pour au moins 3 séances par an. Normalement. Voilà. Oui, normalement. On les cherche encore. Voilà. Ouais, je vais y venir après. Et donc, elle remplace la circulaire de 2003. Après, il y a une circulaire en 2003 qui suit ça, qui va remplacer celle de 98, qui apporte un cadrage, normalement, pour les personnels de l'éducation nationale et les partenaires appelés à intervenir, plus clair. Et du coup, cette circulaire, elle met aussi l'accent sur la nécessité d'un travail vraiment pluridisciplinaire et qui doit être inscrit à la fois dans les projets d'établissement, voire même dans la politique des établissements. Et donc, il y a 2 objectifs à cette loi qui sont la réponse aux questions de santé publique, grossesse non désirée, IST, et aux problématiques des relations garçons-filles, violences sexuelles, pornographie, lutte contre les préjugés sexistes et homophobes, et un apprentissage de l'altérité, des règles sociales, des lois et des valeurs communes. Pour terminer sur l'aspect un peu historique, en 2013, on voit que les termes du débat n'ont quasiment pas changé, et parce que si elle est obligatoire, elle n'est pas du tout effective, cette éducation à la sexualité dans les établissements scolaires. Toutes ces sources-là, elles sont prises dans des articles de journaux, notamment, dans l'article que j'ai lu après. Et on a la signature d'une convention interministérielle pour une égalité professionnelle homme-femme, la lutte contre le sexisme et les stéréotypes. Mais il y a un gros débat à peu près à ce moment-là sur la question de l'enseignement de la théorie du genre à l'école, où du coup là on a une vraie reprise politique de toutes ces questions-là. Et j'ai envie de terminer avec un super dossier c'était aujourd'hui, non, Mathieu ? Oui, c'était le retour de l'enquête de Nous Toutes. Voilà, qu'on suit, Nous Toutes, qu'on suit sur Insta notamment. Et donc, ils ont fait une enquête auprès de 10 938 personnes via un questionnaire en ligne. Et ils ont fait tout un dossier assez détaillé de ces questions-là derrière. Et ça met en lumière l'absence de la quasi-totale application de la loi depuis 2001. C'est-à-dire qu'en moyenne, il y a seulement 13% du nombre total de séances qui ont été réalisées, c'est-à-dire 2,7 séances, alors que la loi, si on suit 3 par an au minimum, c'est 21 séances. Voilà, sur la scolarité. Les séances sont... Ouais, c'est pas beaucoup. Les séances sont plutôt focalisées sur les thématiques biologiques, donc au détriment des questions d'estime de soi, du consentement ou de la lutte contre les violences. Et souvent, elles sont intégrées en fait au programme de sciences et vie de la Terre dans les années collège. Et on est sur beaucoup... Alors,
selon les enseignants, les choses peut-être bougent un peu plus, mais jusqu'il n'y a pas très longtemps, on était quand même sur plus des cours d'éducation à la reproduction plus que la sexualité. Tout à fait. Et la majorité des personnes déclarent que les séances ne les ont pas aidées en fait, dans leur vie affective et sexuelle présente et future, et n'ont pas servi à prévenir les violences sexistes et sexuelles. Pour donner un peu de chiffres, il y a 65,9% des personnes interrogées qui sont en désaccord sur l'objectif de présenter une vision égalitaire, enfin, sur le fait que les séances ont rempli cet objectif. 72,5% où l'objectif encore n'a pas été rempli sur favoriser le respect de soi et autrui et l'acceptation des différences. Et 85,1% qui sont en désaccord sur l'objectif de combattre, enfin sur le fait que ça a été rempli, de combattre les préjugés sexistes et homophobes. Donc voilà, ça fait quand même une grosse majorité des gens. Enfin, on a aussi abordé le consentement sexuel, les violences sexistes et sexuelles a un impact mesurable très important. Et du coup, on voit que quand ça a été abordé, au moins une fois, au moins une séance, ça avait passé de 15 à 82% la part des personnes qui déclarent qu'elles connaissent la définition et qu'elles vont faire attention à le faire respecter dans leurs futures relations. Et pareil pour les violences sexuelles, ça fait passer de 11 à 50% la part des répondantes se disant capables de repérer une situation de violence si un ou une amie leur en parle. Donc on voit quand même que du coup, quand il y en a, bah, ça marche. Et le problème, c'est que y en a pas beaucoup. Et puis c'est assez récent aussi. Ouais, tout à fait. Là, du coup, depuis 2018, il y a l'obligation d'une présence de référent égalité ou référente égalité. Et du coup, ils ont fait une enquête auprès de 1000 lycées et il y a 2 lycées sur 3 qui n'ont pas de référente égalité, filles-garçons. Alors que, du coup, le site du ministère de l'Éducation nationale précise quand même que les objectifs sont répartis dans 3 champs, donc biologiques, anatomie, reproduction, contraception, prévention des IST et du sida. Champ psycho-émotionnel avec tout le travail sur l'estime de soi, les compétences psychosociales, relations interpersonnelles, émotions et sentiments. Ça, dans les faits, c'est pas beaucoup abordé. Et le champ juridique et social avec les droits et devoirs des citoyens-citoyennes, égalité hommes-femmes, violences sexistes et sexuelles et pornographie. Et du coup, nous toutes, dans son rapport, dit que souligne l'importance de l'éducation à la sexualité parce que en fait, les jeunes sont quand même conditionnés par l'imposition des stéréotypes dans les rôles différenciés sur les genres, dans la sexualité, sur les normes autour de la virilité et de la féminité, et ce qui favorise une vision très hétéronormative et binaire du genre, qui peut du coup entraîner des violences sexistes et sexuelles dans les personnes, les jeunes, et du coup ils disent que les jeunes femmes et les personnes LGBTQIA+ de 12 à 25 ans sont souvent le plus exposées aux violences et le moins repérées. Et du coup, il y a une autre enquête en 2021 qui a été faite par En Avant Toutes et les Petites Glo, où parmi les répondants de 12 à 24 ans, il y avait 9 jeunes femmes sur 10 qui avaient subi des violences dans leur couple et qui, du coup, passaient sous le radar des violences conjugales parce qu'en fait, la représentation renvoyée par la société, elle est trop différente de leur expérience pour permettre une vraie identification. Et ça relève vraiment d'un manque d'éducation, du coup, d'où l'importance. Ah, bien sûr. Et l'enquête, enfin, elle montre que les femmes, je cite l'enquête de nous toutes, les femmes qui commencent leur vie sexuelle par un rapport non désiré et consenti sont bien plus souvent confrontées à des violences dans leur vie sexuelle. Donc, encore une fois, ça montre le besoin d'éducation réelle. Et l'école, ça c'est ma réflexion personnelle, pour moi, c'est un lieu d'apprentissage de savoir, certes, mais aussi de compétences sociales et psychosociales. Et donc, l'école, elle a un vrai rôle à jouer dans cette éducation, prévention et sensibilisation. Je dis le plus tôt possible, parce que souvent on parle de collège et de lycée, mais en fait c'est même dès l'école primaire que ça devrait être abordé. Dès l'école maternelle, on Maternelle devrait... même. Ouais, dès l'école maternelle, à 3 ans, un enfant est capable de nommer ses parties intimes, ses parties anatomiques. Il est capable de dire oui et non aussi. Enfin, donc pour protéger son intimité, donc il faut en parler, mais dès le début, parce que à partir du collège, c'est pas trop tard, mais si l'enfant n'en a pas entendu parler dès le plus jeune âge, il y a un problème. C'est vraiment, c'est dès le début qu'il faut en parler, quoi.
Non, je disais d'ailleurs, il y a une étude qui est sortie il y a assez peu de temps. Il y en avait déjà eu une en Europe un peu plus vieille, mais donc là, il y a une étude aux États-Unis qui est sortie et qui prouve, qui tend à prouver en tout cas, que une bonne éducation à la vie affective et à la santé sexuelle permet de prévenir les risques de maltraitance et d'abus sexuels sur les enfants et sur les adultes. En fait, c'est très important. Nous, on nous a déjà dit non, mais il faut pas parler de ça aux enfants, vous allez les pervertir, il faut qu'ils restent des petits anges. Mais c'est complètement faux en fait. Ne pas parler de quelque chose qui existe, c'est plutôt l'inverse en fait. C'est empêcher, je veux dire, c'est comme si on disait jamais à son enfant, attention quand tu traverses la route, il y a des voitures, enfin qu'on lui apprenait pas des trucs basiques, en se disant non mais on va pas lui dire quand même qu'il peut y avoir des accidents parce que sinon il va plus être cette espèce de petit ange qui n'y pense pas, etc. Bah non, en fait il vit dans une société, il se passe des choses et en fait il faut leur apprendre comment ils sont faits, il faut leur apprendre comment ça fonctionne pour qu'ils puissent savoir ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, comment ils ont, voilà, qu'ils ont le droit aussi, en effet, ce que disait Tiffaine, qu'ils ont le droit de dire non quand ils n'ont pas envie, parce que c'est leur corps, c'est leur consentement, etc. Et je veux dire, c'est une compétence de base. Et, euh, et quand on force dès tout petit un enfant à embrasser quelqu'un qui n'a pas envie, sous prétexte que ça fait plaisir à la personne, c'est quoi le message en fait qu'on envoie? C'est ok, t'as pas envie, mais tu te forces. Tant pis pour voilà. Enfin, c'est fou. Complètement. C'est notre épisode juste avant, où on était sur le consentement avec Sexo Psycho, et du coup, on a pas mal abordé ce sujet-là avec des livres de référence de Fanny Vella qui sont assez bien, où j'ai le droit de dire non. Il y a aussi Et si on changeait d'angle, qui est assez intéressant aussi sur l'adultisme là-dessus. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais, hein, sur le côté la connaissance, de savoir nommer son anatomie, pouvoir dire non, ça prévient aussi toutes les agressions en fait sexuelles qu'il peut y avoir, parce que si on donne pas de nom, on peut pas le nommer, et donc si on peut pas le nommer, Mm. ça reste quelque chose d'inconnu et lié au secret en fait, beaucoup plus que si on connaît, Parce et que c'est quelque chose. ce qu'on dit souvent, c'est que en fait, le tabou, il n'est pas du fait qu'on dit à un enfant, c'est tabou, faut pas en parler. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est juste que de fait, on n'en parle pas. Donc, si on n'en parle pas, c'est qu'il ne faut pas en parler. En fait, les enfants, ils apprennent par l'expérience. Donc, forcément, c'est par l'expérience, par mimétisme, et donc c'est comme ça qu'eux-mêmes vont se réapproprier le tabou en fait qui est mis, le secret qui est mis par les adultes autour d'eux. Mm. Et puis en parler, nommer les choses et leur expliquer, ça veut pas dire ne pas amener le concept d'intimité en fait. Ça peut être tout à fait compréhensible pour des enfants même petits que ça c'est la vulve, ça c'est le pénis, et que sous la douche on le lave, c'est normal, etc. Par contre quand on est dans un table, non, on met pas la main dans le pantalon, c'est pas le moment pour ça. Par contre on peut le faire dans la chambre quand on est tout seul, et que voilà, enfin voilà, Mm. et du coup c'est amener un cadre d'expérience sécurisant pour moi, pour l'enfant, où il peut se découvrir, on l'accompagne dans cette découverte, et du coup il apprend aussi que il y a des moments ou des endroits pour ça. Bien sûr. Et puis si c'est pas dit dans la famille, il faut que ça soit dit en fait, qu'ils l'entendent autre part. Et si on le dit pas à l'école aussi, c'est là d'où vient le Oui. problème. Donc c'est que si la famille ne le dit pas, est défaillante ou quoi que ce soit, il faut un autre cadre. Et c'est le cadre, et c'est le cadre de l'école. C'est l'école, c'est ça aussi, Oui. effectivement. Après, ouais, si on parle des structures là qui peuvent accompagner en tout cas les différents lieux, on peut parler d'éducation sexuelle. Donc on a parlé du foyer, on a parlé de l'éducation nationale. Il y a Entre Pairs aussi, où ils abordent ce genre de choses. Malheureusement, si les notions sont pas déjà abordées dans les différents foyers, tout ça, c'est des notions qui vont rester assez floues. Et malheureusement,
le porno qui risque de faire leur éducation sexuelle, quoi. Ouais, Avec puis il y a les tout. colportages de, je sais pas si on dit colportage. Enfin voilà, on colporte des espèces de rumeurs, des légendes urbaines, des fois abracadabrantes. Nous, on nous en a raconté une sur Instagram une fois sur comment c'était? Le gland de lait. J'étais Le traumatisée gland du de gland de lait. lait, moi. Ouais. Le gland de lait, ouais. Non, mais c'est un médecin sur Instagram qui reçoit un patient, alors, jeune ado. Et en fait, donc elle le reçoit tout seul parce que ses parents le laissent. Enfin, ses parents n'étaient pas du tout au courant enfin, n'était pas au courant de ce qu'il allait demander au médecin. Et donc elle le reçoit et puis il lui dit, ben moi, il paraît que j'ai un gland de lait. Donc en fait, quand on n'a pas de relation sexuelle, euh, il pensait que à la première relation sexuelle, le gland de lait tombait et qu'après, Ah, on n'avait Comme des plus de dents de gland en lait. fait. Enfin, Ah, mais ah comme les quand dents de même. lait, un gland de lait. Ah, Voilà. Ah oui, Et non, mais c'est traumatisant. Il était traumatisé, le bah gamin. tu m'étonnes, pauvre Donc, enfant. et donc voilà, après, ça serait très douloureux et après, il aurait enfin un gland d'adulte. Et en fait, en plus, ce qui était fou, c'est que le gamin, il avait peur de ça. Et en plus, c'est une information impossible à réfuter dans la cour de l'école, puisque si tu n'es pas au courant, forcément, c'est que tu as un gland de lait. Donc, donc c'était incroyable. Mais il y a des choses qu'on a entendues, notamment de part des parents ou quoi, sur Instagram, en discutant des petits illustrés, qui étaient hallucinantes, des informations qu'on n'imagine même pas. Et d'où l'idée d'arriver à en parler pour que l'enfant aussi se sente suffisamment safe pour pouvoir poser ses questions à ses parents sans avoir peur de se faire envoyer bouler ou qu'on lui dise ah non c'est sale, j'en parle pas. Parce que même si et c'est puis pas sans facile, avoir parce peur, qu'on a parce que, tous aussi ouais. nos barrières, quoi, nos tabous personnels. Et du coup, j'avais lu aussi dans un article sur The Conversation qui s'appelle Qui a peur de l'éducation à la sexualité, ça en lien avec ce qu'on raconte, que en fait, ce qu'apporte l'école dans cette éducation à la sexualité, c'est que effectivement, elle est complémentaire de ce qu'on peut avoir en foyer, ou du coup, elle vient se substituer à s'il n'y a pas d'éducation au sein du foyer, ce qui amène quand même des pistes de réflexion pour l'enfant. Et en fait, on parlait du groupe, l'apprentissage entre pairs, il est là, en fait, il est dans le cadre de l'établissement ou d'associations s'ils se retrouvent entre jeunes, etc. Mais en tout cas, dans ces temps-là où ils se retrouvent entre pairs, ils peuvent en parler entre eux, mais du coup de manière accompagnée, avec des sources fiables, de l'information qui est vraie, et pas des choses des légendes urbaines qui vont se raconter entre eux, même si ça arrivera forcément. Mais en tout cas, la personne référente est là pour déconstruire aussi ces désinformations. Et du coup, c'est important d'avoir ces groupes de pairs pour pouvoir s'identifier entre eux aussi dans leurs apprentissages, je pense. ouais. Et pour compléter, du coup, vu qu'on revient sur les lieux, il y a aussi toutes les structures d'éducation populaire, les associations de prévention qui font quand même un super travail là-dessus, d'accompagnement, et qui est vraiment complémentaire aussi qu'aussi à l'école. Et c'est vrai que quand moi je me remémore et pour avoir discuté avec des personnes un peu plus anciennes sur pourquoi ils ne faisaient pas en fait d'éducation au sein du foyer, parce que c'était tabou ou parce qu'ils avaient peur que parler de la sexualité ou parler du coup de faire de l'éducation sexuelle, c'était parler de leur sexualité, alors que pas du tout. Mais je pense que voilà, il faut prendre le sujet avec un peu de recul, et l'idée c'est plus d'aborder des thèmes généraux et pas des thèmes qui vont vous concerner directement, quoi. Ah L'idée, oui, complètement. c'est pas de savoir ce qui se passe dans le lit conjugal, ou dans le lit en tout cas des parents, mais voilà, qu'il peut y avoir l'anatomie, le genre, comment, le plaisir aussi, parce que c'est des choses quand on fait de l'éducation à la reproduction, comme on a pu avoir dans les années 80, 90, et même encore peut-être actuellement, c'est la notion de plaisir, la notion de consentement, elles étaient complètement Bah, déjà, il n'y avait pas de inexistantes, clitoris. quoi. Alors, je veux dire, Depuis Exactement. ça il n'existe était dans pas les manuels représenté. scolaires que depuis 2014. Hein. C'est quand Donc, même. c'est sûr que plaisir, non. Non, puis en Mais fait, consentement. en effet, quand tu parles, quand on parle d'éducation à la sexualité,
on parle pas forcément de ce que nous, en tant qu'adultes, on entend quand on parle de sexe. En fait, sexe, c'est un mot valise. Il y a tout dans le sexe. Il y a l'objet, enfin, je veux dire, l'organe. Il y a une relation entre deux personnes, ou plus, ou voilà. Mais il y a beaucoup de choses, en fait, et l'éducation à la sexualité, c'est pas apprendre à son enfant comment avoir des relations sexuelles. Et ça n'a rien à voir. Euh, Mhm. et c'est pas surtout c'est ce que beaucoup de gens peuvent croire et ce qui leur fait peur, mais il n'est absolument pas question, on est d'accord, d'expliquer à un enfant de 3 ans comment ses parents ont des relations sexuelles. C'est pas l'idée, hein. Oui, C'est c'est ça. juste qu'il apprenne à se connaître, Connaître qu'il son sache en corps. effet voilà, ce qu'il a le droit de faire en public, pas en public, ce qui n'est qu'à lui, ce qu'il peut partager avec les autres, le fonctionnement de son anatomie. Il y a énormément de choses. Mais en effet, un enfant de 3 ans, il n'a pas de sexualité, il n'est pas prêt en fait. Psychologiquement, il n'est pas encore assez mature pour comprendre ce genre de choses. Par contre, il peut comprendre ce que c'est que le plaisir, en effet. Un câlin, ça fait plaisir. Un mot doux, ça fait plaisir. Si lui se touche, ça fait plaisir. Et ça fait partie de l'éducation à la vie. D'ailleurs, nous, on préfère dire à la vie Ouais. affective et à la santé sexuelle. C'est c'est pas Oui, c'est pas oui, c'est un l'éducation ensemble. au sexe, c'est pas ça. Enfin, Oui. voilà. Oui, d'autant qu'un enfant, en fait, à 3 ans, il découvre les zones autour de 3 ans, il découvre ce que c'est enfin, il découvre ces zones érogènes. Du coup, si on l'accompagne pas dans cette découverte-là, enfin, ça aide. Oui, il faut pas en tout cas lui dire Que non, c'est tu fais pas ça sale ou c'est interdit, ou que voilà, c'est c'est sale. ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Et je pense que c'est hyper important de décorréler ce que on disait tout à l'heure quand on a vu dans l'histoire là, de l'éducation à la sexualité, du coup, décorréler enfin, il faut pas nier la part de risque dans les pratiques sexuelles, parce que c'est important de parler des IST, bien sûr, des risques de grossesse non désirée, etc. Mais bien Voilà, sûr. bien sûr, la contraception, tout ça. Ceci dit, c'est aussi décorréler la notion systématique de risque et dire que la sexualité ou la vie affective, c'est aussi du plaisir, c'est aussi autre chose que la procréation, et du coup aller sur vraiment un sujet beaucoup plus global qui est pas culpabilisant, qui ne fait pas peur, tout en étant en responsabilité et en conscience de ce qui peut arriver si on a un comportement déviant, par exemple. Oui, tout à fait. Souvent, on va d'abord dire l'éducation à la sexualité, on va mettre un gros point rouge en disant attention, attention, il y a plein de risques. Mais c'est vrai que avant de dire ça existe, et effectivement, mais on peut aussi aborder des notions de plaisir et de consentement avant tout, avant ça, c'est vrai. Enfin là, c'est vrai que souvent quand on en parle, c'est il faut faire attention, hein, parce qu'il y a ça, 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 on va tout lister et puis pas lister le principal qui est de se faire plaisir à soi et à l'autre. Et puis comme vous disiez au début, très souvent en fait, donc il y a dans l'éducation à la vie affective et sexuelle qu'on a encore à l'école, sur les ados. Alors moi j'ai accompagné plusieurs classes parce que j'étais prof en lycée pro. Donc on commence en effet par les risques et puis ensuite c'est très hétéronormé, et on n'est pas du tout sur une réflexion plus globale autour de ses désirs, ses fantasmes, de quoi on a envie en tant que personne. Voilà, on n'est pas encore là-dedans. Qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai pas envie, quel est le spectre de tout ce qui est possible autour de moi en fait dans les relations interpersonnelles, et tout ça c'est absolument pas abordé et c'est très dommage. Et tu vois, moi, Oui, je c'est suis. le plaisir soi-même. Enfin, vraiment, la base excuse-moi, du Non, t'inquiète, vas-y. plaisir, c'est vraiment déjà se connaître. Enfin, c'est hyper important. Enfin, mais ça, on n'en parle jamais. Mais d'abord, on se connaît et on connaît son corps. On sait ce qui nous fait plaisir, ce qu'on n'aime pas du tout. Et ça, dès le début, c'est jamais abordé en priorité. Alors que ça doit être le premier truc
Bah, bien qu'on sûr. aborde au final. Parce qu'après, Mm. ça permet de mieux communiquer avec ses partenaires. Mm. Et oui, j'allais dire, moi je suis professeure de français en collège, et c'est pareil, c'est des thématiques qui peuvent voilà, plus ou moins selon les programmes, mais les textes abordés, mais qui peuvent arriver. Et j'ai assisté à des trucs parfois avec les élèves. Je dis, oh là 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 là, ok, on va laisser le cours de côté, là, on va parler un petit peu. Parce que là, vous n'avez pas eu vos séances d'éducation. Il va falloir qu'on cause. Non, mais ça, c'est Et fou. du coup, Mais ce qui est bien, c'est que tout le monde, en fait, peut prendre mais part oui, à ces séances à la vie affective. Donc, c'est ça qui est complètement. intéressant. Ouais. Moi, C'est je de voir raconte. plusieurs points de vue, en fait, parce que d'avoir toujours le même point de vue, bah, je trouve que bah, ça va pas. Il y a prendre les informations par-ci, par-là, chez une prof de français, chez une sage-femme, chez je sais pas moi, chez plein d'autres personnes, une tante, un cousin, enfin, et se faire sa propre opinion après, et Ça. se dire Mm. tiens, il y a plein de sons de cloche, c'est intéressant, je piocher un peu partout, et c'est ça qui est vachement intéressant, je trouve aussi. Et d'ailleurs, à l'école, on dit souvent c'est 3 heures obligatoires, mais c'est pas 3 heures obligatoires, c'est 3 séances Oui, obligatoires. Et ça peut être des séances qui durent plus d'1 heure, d'ailleurs. une demi-journée, par Donc, exemple. par exemple. Et c'est vrai que comme tu disais, on a souvent l'image du fait que c'est le prof de SVT qui doit s'y coller, alors que bah du coup lui il a ses propres programmes et que du coup souvent ça va se réorienter sur bah, la procréation parce que c'est ton programme par exemple. En Et, quatrième. et voilà. Et en fait, on devrait tous en tant que prof et je veux dire, dans la société, s'emparer aussi du questionnement. Moi, en tant que prof d'art appliqué, c'est déjà arrivé que je parle de tel artiste ou de tel designer et que du coup la discussion emmène à de l'éducation à la vie affective et sexuelle et c'est hyper riche. Et en fait, c'est en effet ce que disait Tiffen, c'est toutes ces petites informations qui ouvrent le champ des possibles, qui voilà, qui créent Plante des graines. voilà, qui plantent des graines. Et après, on voit comment ça germe. On ne sait pas. Et puis je pense qu'aussi pour accompagner un peu les parents, donc il y a les ouvrages que vous proposez, mais il y a aussi dans la pop culture, il y a quand même pas mal de choses qui se font. Alors pour les un peu plus grands, mais comme la série qui était sur Netflix, la Sex Education, Mm. moi je Très bien. travaille dans une structure d'éducation populaire, et, et ils ont édité un livret qui était avec, on s'en est servi du coup pour faire des affiches et qui marche hyper bien du coup auprès des jeunes. Même si c'est normalement limité aux plus de 16 ans, cette série-là, il y a plein de jeunes qui l'ont déjà vue et ça ouvre clairement le débat, ça permet d'en discuter et d'amener d'amener le sujet et de dire bah, qu'est-ce que t'en penses, voilà, pouvoir lancer le sujet et puis faire réfléchir le jeune ou même l'enfant sur bah, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là. Alors, il y a des jeux de société qui existent pour les plus petits aussi, ou même le livre. Moi, les petits illustrés de l'éducation, ma fille de 4 ans les a feuilletés, on en a discuté, puis ça nous permet aussi, quand il y a des situations qui arrivent, et ben, de pouvoir rebondir là-dessus, de pouvoir aller chercher des informations de manière illustrée et de manière un peu factuelle. Et ça permet d'être un bon support si vous vous sentez pas forcément très à l'aise du coup avec le sujet aussi. C'était exactement Totalement. le but, en fait. C'était vraiment ça, notre but, c'était de créer un document support pour nous aider en tant qu'adultes à parler de sujets sur lesquels on n'est pas toujours à l'aise avec nos enfants. Alors, puis ça permet aussi de pouvoir en discuter de plein de façons différentes. On peut, quand on a un petit qui a des questions, par exemple, prendre le livre et se servir juste des images, en fait, pour expliquer 2-3 trucs particuliers pour répondre à une question. On peut le lire en entier avec son enfant, lui expliquer les mots, faire des petites digressions, etc. On peut aussi, surtout si c'est un plus grand, laisser traîner le livre dans un coin et puis laisser l'enfant y aller quand il le sent, quand il a envie pour répondre à ses questions et ensuite lui dire ah j'ai vu que tu avais regardé, si jamais tu as envie d'en parler, si tu as envie de voir des choses, je suis là, on peut en parler
je suis ouverte aux questionnements que tu peux avoir, etc. Il y a plein de façons de s'en servir. Et d'ailleurs, nos livres sont de la maternelle jusqu'au lycée, dans plein d'établissements, dans des bibliothèques. Et nous, on trouve ça super. C'était vraiment le Ah but oui. ultime de ce qu'on voulait faire. On espère que ça fera pareil pour le tome 3 et pour le tome 4, puisque on a un tome 4 de prévu. Ah, Voilà. on peut savoir de quoi il va parler. Si t'avais le tome 2, tu saurais. Mais j'ai pas encore. Non, j'ai ma petite sœur qui m'a dit de ne pas les acheter parce que le Père Noël était passé chez elle et comme elle était covidée pour Noël, elle a pas pu me les offrir. Mais je vais les avoir incessamment sous peu. Donc pour l'instant, j'ai pas pu les acheter. Enfin, On va parler des sexualités, IST, consentement. En fait, ça sera un livre. Alors au début, on a fait des livres à partir de 6 ans, et là, ça sera un peu plus grand, pour les pré-ados. Ça sera à partir de, je sais plus quel âge on a mis, mais voilà, on parlera des sexualités en tout cas. Mais tu vois, c'est vrai que ce que tu disais sur le fait d'avoir l'accès aux livres, je sais que mes enfants, ils sont encore un peu petits, ils ont 2 ans et demi et 4 ans et demi. Ceci dit, ils ont leur bibliothèque avec leurs livres et du coup, en accès libre. Et quand je vais avoir les petits illustrés, du coup, les 2 premiers, je vais même celui potentiellement sur la famille, je vais leur laisser dans leur bibliothèque. Et du coup, c'est des livres qu'ils peuvent regarder et sur lesquels je vais revenir avec eux. Et voilà, au fur et à mesure. Et c'est hyper important de pouvoir les laisser y aller en autonomie et puis pouvoir être là en accompagnant s'ils ont l'envie ou le besoin, ou même pour justement poser un cadre, ce qu'on disait, ou voilà, pour leur permettre de comprendre certaines choses qui sont peut-être un peu compliquées encore avec des mots, ou quand ils n'ont pas la lecture, qu'ils ont juste les images, les accompagner là-dessus. Et c'est drôle parce qu'en fait, nous, les livres, à chaque fois, j'ai l'impression que ça part d'un besoin. Quand on a commencé à écrire nous, on a que des filles, donc on a commencé à écrire le tome 1 parce que on avait besoin de ça. Et puis on s'est vite rendu compte que on était aussi frustrés de pas expliquer le fonctionnement d'un pénis, de testicules, etc. Donc bim, on a fait le tome 2. Et puis quand même, on était un peu frustrés de pas pouvoir parler plus en profondeur de comment ça se passe un accouchement, de comment est-ce que vraiment on fabrique un bébé, etc. De toutes les autres formes de famille, de parentalité. Donc là, hop, le tome 3, et on a toujours aussi cette frustration de pas avoir pu aller plus loin, justement, parce que on s'adresse à une certaine tranche d'âge, donc forcément, voilà, il y a des choses pour lesquelles on développe pas, etc. Et on avait envie de parler de rapport au corps, de consentement, de sexualité, de protection, de fantasme, de plein d'autres choses, mais voilà, de parler. Alors aujourd'hui, on dit sexualité positive, bienveillante, etc. Mais juste d'en parler comme de quelque chose qui existe et qui peut être cool et bien vécu, et voilà, en fait, donc on a déjà un peu commencé à écrire aussi, on a plein d'idées. Oui, j'imagine que ça doit fuser. Ça me fait penser à des discussions moi que j'ai eues avec des ados sur c'est vrai que sur la sexualité, où tout de suite on parle, et même moi en tant que quand j'étais jeune, c'était la première fois forcément l'acte pénétratif, quoi. Et en fait, leur faire comprendre que le spectre de la sexualité, c'est très très large, et ça commence rien qu'au flirt, et quand on commence à flirter, du coup on rentre aussi dans un aspect de la sexualité. Je trouve que c'est très très important, et ça permet d'englober que la sexualité c'est plus large, et qu'il n'y a pas un but final qui est C'est ça, qui est la pénétration, quoi. Ouais, relation sexuelle, ça veut pas dire pénétration, en fait. Ouais, non, mais ça c'est hyper important, je pense, de dire ça aux jeunes, de dire que les relations sexuelles, c'est pas une pénétration, en fait, c'est Ou c'est plein pas d'autres choses. ouais, c'est ça. C'est tellement varié, tellement voilà. Ouais, Ou même le sentiment d'obligation de l'orgasme, en fait, décorrélé aussi, le fait de la sexualité, c'est pas un rapport, un orgasme. Et que du coup, ça peut être faire l'amour, ça peut être aussi juste prendre du plaisir et sans arriver. Enfin voilà, que du coup, il y a plein de manières de faire l'amour, d'avoir de la sexualité, et du coup,
d'élargir ce spectre. Et c'est Pierre, du coup, Sexopsycho, qui disait dans l'épisode précédent, et j'avais trouvé ça bien, enfin, j'avais bien aimé qu'il n'y avait pas une première fois, mais il y avait des premières fois. Plein. Voilà. Et pareil, nous, là, on a commencé un peu à réfléchir. On essaye de pas trop dire de faire l'amour, justement, parce que avoir des relations sexuelles, c'est pas forcément corrélé avec des sentiments. Ça peut être Oui, une envie aussi. de relationner avec des personnes et d'avoir envie de se donner du plaisir mutuellement. Et c'est vrai que on a, voilà, on a des injonctions qui sont ancrées depuis des générations, etc. Mais en fait, on le sait très bien que voilà, la première relation sexuelle d'une personne, c'est rarement la personne avec qui il va passer le reste de sa vie. Et voilà, il faut aussi arriver à voilà, enlever un peu de pression, aussi cette espèce de pression qu'ont les jeunes à faire tout. Il faut tout faire parce qu'il y a un ordre aussi. Il y a les préliminaires, après il faut faire Oui, ci, alors après il faut que faire non, ça. Et non, en fait, justement, ce que disait Tiffen tout à l'heure, c'est apprendre à se connaître, apprendre qu'est-ce que nous on aime, qu'est-ce que nous on a envie. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas du tout envie de tester? Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on a envie d'essayer? Peut-être d'essayer de se rendre compte que bah en fait non, c'est pas pour nous, ou que voilà, ou peut-être pas du tout envie d'essayer, ou peut-être même pas du tout envie d'avoir de relations intimes. C'est voilà, chacun a voilà, doit faire ses propres choix en fonction de lui et en respect de la personne avec qui il souhaite le faire aussi. Donc tout à fait. et ça c'est hyper important et c'est souvent pas comme ça qu'on nous présente les choses. Oui. Ouais, complètement. Il y a dans un des articles que j'avais lus, il y a Michel Boson, qui est sociologue, qui disait qu'en fait, cette éducation, ce développement, ou en tout cas ce souhait de développement de l'éducation à la sexualité, dans les freins qu'il pouvait y avoir, c'était que ça pouvait créer une panique morale, il utilise comme terme, chez les adultes, parce qu'en fait, ils voient le contrôle de la sexualité des jeunes leur échapper, et du coup, ils voient la sexualité, enfin, ils voient tout ça comme une menace de l'intégrité sexuelle des enfants, alors qu'au contraire, ça va amener, du coup, si on regarde l'enquête de nous toutes, plus de sécurité, plus de sentiments même de bien-être de soi avec soi, parce que ce que tu disais sur le fait de se connaître soi-même, c'est connaître son corps, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, savoir aussi qu'il y a des choses qu'on avait à un certain âge et peut-être qu'il y a d'autres que pour l'instant on n'a pas envie d'essayer, mais quand on sera plus âgé, avec plus d'expérience, qu'on aura vécu d'autres choses, bah, il y a d'autres choses, d'autres envies qui vont arriver, et c'est normal, et du coup que c'est une évolution constante aussi, la vie affective et la santé sexuelle, comme vous disiez, que voilà, c'est pas quelque chose de fixe, et que c'est un apprentissage continu, et que on donne des premières billes d'éducation à enfants, adolescents, jeunes adultes, et qu'après, du coup, s'ils ont appris à être éduqués, eh ben, de même, en tant que jeunes adultes, ils vont aller sans doute, même déjà peut-être en tant qu'ados, s'ils ont été déjà sensibilisés dès tout petits, aller apprendre à aller chercher l'information, à aller lire des livres qui les intéressent sur le sujet pour s'ouvrir eux-mêmes à la sexualité, en fait. Et tout le reste. Eh bien, Marie, je pense que c'est pas mal parce que ça synthétise un petit peu ce qu'on a dit. Et en plus, du coup, tu nous dis d'aller chercher de l'information ailleurs et ça nous fait une belle transition vers les recommandations. Est-ce que vous avez des recommandations, du coup, sur des lectures ou des vidéos, je sais pas, des comptes Instagram, du coup, à suivre qui vous paraissent pertinents, du coup, sur le sujet de la vie affective et l'éducation à la santé sexuelle? Alors alors c'est vraiment sur la famille, hein. Là, il y en a 2 vraiment que je peux conseiller, que j'ai trouvé géniaux, hyper bien faits, très justes, très mignons. Il y en a un qui s'appelle «Et toi, ta famille?» de Charlotte Bellière et Yann Dehaas, et c'est très, très, très chouette. C'est en fait, une petite fille dans une cour d'école, et il y a des enfants qui viennent la voir en disant «Est-ce que tu veux jouer à la famille?» Et du coup, tout de suite, ils lui disent «Bah, toi, tu seras la maman». Et elle dit «Mais non, moi, je veux pas être la maman, je veux être le papa». Et en fait, à chaque fois, il y a un autre enfant qui arrive et qui dit «Bah non, mais moi, dans ma famille, c'est pas comme ça. Ah, mais moi, dans la mienne, c'est comme ça. Ah, mais ça, c'est bien. Ah, mais ça, c'est bien». Et en fait, on fait un espèce de tour d'horizon de tout ce qu'il y a comme variété de famille, et à quel point, en fait, ça peut être cool. Et je trouve, il est très joli.
Il est, alors c'est vraiment un livre que j'aurais aimé écrire. Je le trouve très, très chouette. Mes filles l'adorent. Donc voilà, celui-là. Et il y en a un autre qui s'appelle, que j'ai justement dans mes recherches, que j'ai acheté pour mes filles et qu'on adore aussi, qui s'appelle Le mystère des graines à bébé de Serge Tisseron et Aurélie Guilleret. Et qui est aussi très chouette. Donc c'est pareil, c'est un peu une quête, un petit garçon qui veut savoir comment il a été fabriqué, et donc il a vu à l'école que le papa mettait la graine dans la maman, et puis en fait on lui dit ah c'est pas toujours comme ça. Et en fait à chaque fois il va voir, bon c'est vraiment pour les petits, hein, il va voir des animaux qui lui disent ah mais tu sais on peut aussi faire comme ça. Puis on peut aussi faire comme ça. Et puis des fois on peut faire ça. Enfin, et je le trouve très juste, très bien fait aussi. Voilà. Ça, c'est les 2 derniers achats, donc plus sur la famille, mais qui sont, je pense, c'est des indispensables qui sont très, très chouettes. Dans le genre aussi, pour les un peu plus grands, il y a un livre que j'adore et que je regarde beaucoup avec mes filles qui s'appelle Cher corps, je t'aime. Et je sais plus Ah qui oui. c'est qui l'a fait. Je recherche en même temps. C'est un livre québécois de Jessica Sanders et Carole Rossetti, qui est très 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 chouette aussi, et qui montre une diversité de corps, voilà, comment est-ce qu'on peut faire pour aimer son corps, parce que son corps il peut faire plein de choses, même si des fois il n'est pas celui qu'on aimerait, il n'est pas le corps idéal, en fait il est le nôtre et il est super, et je trouve que ça c'est vraiment un livre qui devrait être un must-have. Oui, qui doit faire du bien, qui doit faire du bien. Ouais, qui est très très chouette. Après, il y a les petits Ok. illustrés, bien sûr. Oui, évidemment. Moi, pour compléter, j'en avais un petit Corps, amour et sexualité, les 100 questions que vos enfants De Charline. De Charline, oui. vont vous poser, de Charline Vermont, qui tient le compte Orgasme et moi. Et celui-là, c'est pareil, c'est un livre à avoir à côté des petits illustrés dans sa bibliothèque, qui est plutôt bien, et où il y a plein de questions qui sont abordées, et il y a des propositions de réponses aussi, donc c'est plutôt bien. Et c'est à feuilleter avec son enfant, même l'enfant peut être en autonomie dessus, sans souci. Et toi, Marie, est-ce que tu avais quelque chose, un compte Insta ou une lecture Oui. En fait, j'ai trouvé un article sur Le Monde qui a été écrit le 18 octobre 2021 qui s'appelle Éducation sexuelle, les codes vont changer, où il y a Maya Mazurette qui nous propose sa petite biblio. Et du coup, je l'ai reprise parce que j'ai trouvé fort sympathique. Elle propose d'abord l'Encyclo de la vie sexuelle 4-6 ans, écrit par Isabelle Fougère chez Hachette Édition en 2016, où ça part d'une histoire dialoguée et de dessins tout mignons pour poser les bases les plus élémentaires, dont la fameuse question « Comment on fait des bébés ?» Alors du coup, là, ça va être vraiment des recos autour de l'éducation à la sexualité. 10-12 ans, elle propose le guide du zizi sexuel de ZEP, donc de Hélène Brûler et ZEP chez Glénat en 2020, où du coup, n'est pas forcément destiné aux porteurs de zizi d'ailleurs, ou de pénis, dirons-nous. Et du coup, elle dit qu'il y a aussi une version explicitement destinée pour les filles ou les personnes à vulve, qui s'appelle Le petit guide de la foufoune sexuelle, qui a été écrit par Julia Pietri, Bettercal Julia. Voilà. Et à 12-15 ans, tout nu, dictionnaire bienveillant de la sexualité par Myriam Daguzan-Bernier et Cécile Gariepi. J'espère que j'écorche pas les noms, chez Ricochet en 2020, où elle dit que du coup là, il est très clair, inclusif et très joliment mis en page, et c'est son coup de cœur à elle. Pour les 15 ans et plus, un petit guide pour une sexualité féministe et épanouie par le collectif Oser le féminisme, et qui arrive 4 ans après l'explosion de MeToo, pour accompagner les jeunes femmes vers l'âge adulte en leur donnant une boîte à outils engagée. Voilà, où l'idée c'est aussi d'apprendre, entre autres, pas que, mais à se protéger des violences sexistes et sexuelles. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Sexo Tuto, qui est réalisée par l'animatrice Maïtena Biraben pour France TV, où il y a une quarantaine d'épisodes de 4 minutes qui sont tous gratuits. Elle conseille quelques comptes TikTok, donc Carla Valette, qui est étudiante en médecine, Dr JFK, qui est aussi étudiant en pharmacie en médecine, Lilou Sans Tabou,
Sex & Co, Le Cœur Net, et un petit compte humoristique qui s'appelle tiktoker.ist qui parle du déballage de préservatifs en tout genre. Et pour terminer, quelques comptes Insta, dont on a déjà parlé plusieurs fois dans nos épisodes parce qu'on les aime d'amour. Je m'emballe le clito, T'as joui, Macha s'explique, Sexy Souci, Jouissance Club, Wikipédia, Gang du clito, le FAQ de la famille, et on peut rajouter Orgasme et moi, et bien sûr, les petites illustrés de l'intimité. Et je rajouterais aussi, nous on a été labellisés par la chaire santé, éducation Santé de sexuelle et l'UNESCO. droits humains. Ouais. Ouais. Et franchement, ils ont un compte Insta. Je sais plus leur compte Insta. My Sex, My Rights. My Sex, My Rights. Et il est très bien aussi. Les illustrations sont pas toujours... sont moches, on va dire. Voilà. Elle est plus cash que moi. Je trouve même pas toujours bien choisi, mais par contre... On leur a dit, de toute façon. On leur a déjà dit. Hein, mais par contre, leurs textes sont vraiment bien faits. Ouais, bien sûr. Après, il y a aussi un compte, mais c'est peut-être plus pour les plus grands, mais que je trouve bien sur le côté médical, c'est Juju la Gigi. Alors moi, Gigi, c'est vraiment un terme qui me sort par les oreilles, mais mais pareil. Mais qui a un compte Instagram, et elle fait des petits dessins, et elle a fait un bouquin d'ailleurs où elle explique en fait pas mal de fonctionnement aussi anatomique, mais de façon un peu humoristique, un peu façon Marion Montaigne ou des choses comme ça, qui est plutôt pas mal aussi, mais plus à destination des adultes, je pense plutôt. Enfin, des adultes. Ouais, je crois que c'est Pierre Sexopsycho qui nous disait elle avait fait partie du comité de relecture avec du coup lui et puis Baptiste Beaulieu du livre de Charline, il me semble, de mémoire, si j'ai bien retenu. Et on va dire merci aux gens qui nous ont écoutés jusqu'au bout de ce super épisode. On vous dit merci à vous, Mathilde et Tiffaine, d'avoir accepté notre invitation à participer au podcast et pour toute la richesse de nos échanges et toutes les belles choses que vous avez apportées. Merci à vous en tout cas pour l'invitation. Avec plaisir. Et on se retrouve le mois prochain pour parler de charge mentale dans le couple. Comme pour cet épisode, n'hésitez pas à nous partager vos témoignages, expériences, questionnements sur la boîte privée Insta, Facebook ou par mail, letempsduneliberté@gmail.com. On sera très heureux de vous lire et de pouvoir partager ça lors du prochain épisode. Ouais, on a super hâte de vous retrouver le mois prochain. Et en attendant, n'hésitez pas à partager le podcast sur Insta, bien sûr, mais aussi sur Facebook, pourquoi pas par mail, dans vos boîtes aux lettres, par pigeon voyageur, à dos de cheval, à dos d'âne, ou en dromadaire, pourquoi pas.